La migration, plus qu'un fléau, un enjeu géopolitique selon Migrants. Migrants est un espace de libre-échange initié par le centre Amadou Hampâté-Bâ. Jean-Claude Cassibrou, le gouverneur de la BCEAO, était en visite au Mali le 13 décembre dernier. Il a annoncé la fin du chantier de la troisième agence de la BCEAO à Caille. En sport, la 9e journée de la Ligue 1 Orange s'annonce. Le développement de l'actualité sportive en fin d'édition avec Mohamed Kenouvi. Nous sommes vendredi 15 décembre 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur TM1. Migrants est un espace citoyen de haut niveau et de débat créé par le centre Amadou Hampâté-Bâ. Cet espace, dans son édition 2023 qui s'est ouvert ce matin, s'interroge sur le Sahel de demain et les Sahéliens, Aminata Keïta et Ibrahim Babi. Initié par l'écrivaine et ancienne ministre Aminata Dramane Traoré, Migrants se veut être un espace de rassemblement de décideurs politiques, acteurs de la société civile et organisations internationales pour identifier les défis de la migration et y proposer des pistes de solutions pour renforcer la protection des migrants. De son thème général « Demain, le Sahel et les Sahéliens », le premier espace de réflexion de Migrants a été axé sur la thématique « L'après-Barkhane, le défi migratoire et la leçon nigérienne ». Pourquoi j'ai parlé de Barkhane? Depuis longtemps, si on se dit, pas que de Barkhane, mais depuis Serval, comme ce qu'on sert comme narratif aux Français consiste à dire en réalité Serval a été une réussite, il fallait partir après Serval, il ne fallait pas nous engager dans Barkhane, c'est pour cette raison qu'on s'est enlisé. C'est absolument faux. L'agenda de Serval déjà, ils n'étaient pas venus pour repartir. Sinon, ils n'auraient pas lâché les autorités maliennes à Anefis en disant vous n'allez pas plus loin. L'agenda rejoint un vieux projet d'occupation et de se maintenir militairement au Mali pour défendre ses intérêts. Selon Aminata Dramane Traoré, l'Europe avait fait du Niger un pays verrou dans sa lutte farouche contre les Africains contraints à émigrer dans la clandestinité. Mais le Niger, plus précisément la région d'Agadez, quand on parlait d'Agadez avant, mais c'était le tourisme, l'ouverture, le voyage. Et Agadez est devenue une prison à ciel ouvert, à partir d'où des milliers de jeunes nous disent « S'il vous plaît, venez nous chercher. S'il vous plaît, on n'a pas à manger. On meurt de faim. On meurt de soif. » Mais personne ne les entendait. J'ai jamais entendu, personne n'a réagi pour aller voir davantage. Qu'est-ce qui se passe? C'est le Niger a accepté, Mohamed Issoufou, donc a signé cette loi abrogée récemment par le général Tchani. C'est pour ça que nous disons que dégage Barkhane, Barkhane dehors, et dans la foulée fermer cet endroit, c'est un acte politique qui est à saluer. Pour le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, Migrants 2023 met le focus sur la responsabilité de tous sur le futur du Sahel exposé à des défis multiformes. Sur 281 millions de migrants dans le monde en 2021, les Africains ne représentaient que 14%. Un récent rapport de la Commission de la CEDEAO signalait que les migrations entre les pays de la CEDEAO représentaient 84% des flux migratoires des ressortissants de l'espace communautaire. Ces statistiques nous appellent à réfléchir et à mettre en œuvre des politiques migratoires cohérentes, répondant aux besoins de nos populations dans la sous-région. L'instabilité politique, le terrorisme, le changement climatique, déficit alimentaire dû à la faible production agricole, des mouvements de population ou encore conflits communautaires sont autant de mots qui touchent aujourd'hui le Sahel et incitent sa population à la migration. Ainsi, aujourd'hui, la politique nationale de migration du Mali est soumise, selon les termes du ministère des Maliens établi à l'extérieur, à une révision en vue de l'adapter aux nouvelles réalités migratoires. Le Conseil national de transition a tenu hier, 14 décembre, une séance plénière, la dernière de l'année, marquant ainsi la fin de la session ordinaire d'octobre 2023. 3 projets de loi ont été adoptés au cours de la séance. Diana Bassamaki. Le dernier jour de la session d'octobre 2023 a été consacré à l'examen et l'adoption de 3 projets de loi ce jeudi 14 décembre 2023 par les membres du Conseil national de transition.
Parmi ces 3 projets, la deuxième partie du projet de loi portant loi de finances pour l'exercice 2024, les moyens des politiques publiques notamment. Ainsi, cette deuxième partie de la loi de finances pour l'exercice 2024 a été adoptée par programme à l'unanimité des membres du CNT présents. C'est une loi de finances pour l'exercice 2024. C'est le budget d'État du Mali. Et ça engage tous les Maliens. Nous avons 3070 milliards, 740 millions, 433 000 francs CFA à répartir entre 139 programmes et 3 dotations. Nous avons un budget qui totalise des dépenses qui s'élèvent à 3 070 milliards de francs CFA cette année, en augmentation de 2,5%. Et nous avons un budget de 2 387 milliards de francs CFA, en augmentation de 3,6%. Nous avons ainsi un déficit budgétaire qui s'établit à 682 milliards de francs CFA, en diminution de 1,03% par rapport à l'exercice 2023. En matière de recettes, les mesures envisagées auront pour objectif de soutenir la mobilisation des ressources. En matière de dépenses, les actions viseront à améliorer l'efficacité de la dépense publique. Ce budget permettra au Mali d'atteindre dans son exécution, compte tenu de notre analyse de l'environnement, un taux de croissance de 5,1%, en amélioration par rapport à l'année 2023 et 2022 où le taux d'augmentation était de 5% et de 4,7%. Nous allons atteindre donc un PIB de plus de 13 000 milliards de francs CFA. Et nous allons avoir un taux d'inflation de 2,5%, en diminution par rapport à l'année dernière où on était à 2,8%. Selon le président du CNT, le colonel Malik Diaw, ce budget 2024 est un plan ambitieux pour la relance économique du Mali. D'autres projets de loi, notamment celui sur le code de procédure pénale, ont été renvoyés à une prochaine session. Je vous l'annonçais en titre, le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Cassibrou, à lors de sa visite au Mali le mercredi 13 décembre, annonçait, en dépit de nombreux défis, de bonnes perspectives pour le Mali. Les détails avec Paul Yapinguesson. Malgré que la situation économique du Mali soit confrontée à certains obstacles, il s'agit entre autres des sécheresses récurrentes, des inondations et les sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. En dépit de toutes ces difficultés, en 2022, le Mali a connu une croissance du produit intérieur brut résiliente. Pour les économistes, cette résilience de l'économie malienne s'explique par certains facteurs. Cette résilience est due à la dextérité des acteurs de la gouvernance. Le secteur pourvoyeur de ressources financières pour le Mali, c'est l'agriculture, l'élevage et l'or que nous exportons. Vient s'ajouter un peu la manacarde. Donc ce sont les facteurs déterminants de cette résilience-là. Tout cela a eu un impact sur l'économie malienne. Maintenant, il faudrait que l'État comprenne qu'il faut innover la résilience financière, amener des opportunités pour assurer l'assurance agricole ou l'assurance du secteur pastoral. Le premier responsable de la BCEAO a informé le président Goïta de la finalisation de la construction de la 3e agence auxiliaire de l'institution financière au Mali qui devrait s'ouvrir courant 2024 à Caille, après celle de Mopti et Sikasso, tout en tenant à préciser que les perspectives sont bonnes pour le Mali car la croissance est très positive et les indicateurs sont au vert pour une campagne cotonnière performante. Le Mali est un partenaire bien sûr important au niveau de la Banque centrale et c'est un partenariat qui se porte bien. Je crois que le pays, comme tous les autres pays de l'Union monétaire ouest-africaine, a subi les chocs de la Covid, les chocs liés à la hausse des cours des produits pétroliers, les produits alimentaires, la hausse des taux d'intérêt internationaux, évidemment. Donc tous ces chocs évidemment, ont impacté tous les pays de l'Union, donc y compris le Mali. Et donc dans ce contexte, évidemment, tous les pays, avec la BCEAO, nous travaillons pour justement faire en sorte que tous ces aspects soient gérés pour que la croissance économique, le développement des pays ne soit pas entravé. Cette annonce intervient dans un contexte où le Mali, membre de l'Alliance des États du Sahel, AES, est engagé dans une réflexion pour la création d'une nouvelle monnaie. Le projet de création de cette monnaie commune appelée Sahel
concerne le Niger, le Burkina et le Mali. Ce projet vise à renforcer la coopération économique et monétaire entre ces 3 pays, tout en se libérant du franc CFA. Mais plusieurs économistes sont sceptiques sur la mise en circulation de cette monnaie. Un des piliers d'une bonne économie est un pays épuré ou presque de la corruption. La stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action de 2023-2027 a été lancé par les autorités hier jeudi, suivant avec Assetoumani Koulibaly. Cette stratégie nationale qui, selon les autorités, doit contribuer à lutter contre la corruption au Mali s'articule autour de 4 grands axes: la gouvernance et réforme, prévention des faits de corruption, répression et réparation, et la communication. À titre de rappel, le processus d'élaboration du document a été conduit dans une approche inclusive et participative à travers la création, depuis octobre 2021, d'un comité de pilotage regroupant l'ensemble des acteurs du secteur public, de la société civile et du secteur privé. Cette vision est de doter le Mali de mécanismes opérationnels afin de lutter efficacement contre la corruption et promouvoir la bonne gouvernance dans le respect des droits de l'homme et des règles d'éthique et de transparence. Au cours de la cérémonie de lancement, le chef du gouvernement a cité les pays que le Mali doit prendre en exemple dans sa lutte contre la corruption. Il s'agit du Danemark, de la Suisse et des Pays-Bas. Il s'agit particulièrement de convaincre la nouvelle génération, les Maliens qui ont fait ce changement et qui adhèrent, tous ceux qui sont tentés par l'argent facile, il faut qu'ils choisissent le chemin de la probité. La lutte contre la corruption, bien qu'érigée comme une des priorités par les autorités de la transition, peine encore à porter fruit. Les rapports des différentes organisations de contrôle mettent en exergue des détournements de plusieurs milliards de francs CFA. D'ici la fin de ce mois de décembre, des journées d'appropriation seront organisées afin de permettre aux acteurs de s'imprégner du document pour mieux l'appliquer. Vous l'avez suivi dans notre édition d'hier jeudi. La synergie des syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 a décidé de ne pas participer à 2 rencontres d'échange clés, dont l'une porte sur la fonction enseignante. À notre micro, la synergie s'est expliquée, assurant ne pas avoir été associée au début et également décrié le fait d'être représenté par un seul membre, alors que la synergie est composée de 7 syndicats de l'éducation. Le département de l'éducation a tenu à répondre ce vendredi par la voix du président de la commission d'organisation de ces rencontres. Écoutons. Dire qu'elle n'a pas été associée au début, personne n'a encore associé. Personne. Nous avons élaboré une méthodologie qui consiste d'abord à faire des écoutes des acteurs clés de l'éducation. Et après les écoutes, des rencontres d'échange sur certaines thématiques importantes. Et ensuite, il y aura les ateliers dans les régions, dans les missions diplomatiques et au niveau du district. Ensuite, tout va se terminer par l'atelier national. Donc, nous avons commencé les écoutes et on est en train de les faire. Et parmi les écoutes, la synergie est programmée d'être écoutée la semaine prochaine, comme beaucoup d'autres syndicats, comme beaucoup d'autres associations, comme beaucoup d'autres acteurs. Mais parallèlement aux écoutes, nous avons voulu organiser 2 journées d'échange pour vraiment réfléchir de manière approfondie sur la fonction enseignante. Et par rapport à cette thématique, la fonction enseignante, dont nous avons invité les personnes qui sont censées nous donner beaucoup plus d'informations sur la situation qui prévaut sur le terrain. Et nous pensons que la synergie étant des enseignants, qu'ils soient représentés par plusieurs ou pas, quand vous interrogez n'importe quel enseignant sur ce qu'il pense de sa situation, il peut le dire. Et ils sont prévus, on doit les rencontrer pour les écouter. Les écoutes sont différentes des rencontres thématiques.
Cette rencontre thématique, c'était sur vraiment la fonction enseignante. La semaine prochaine, nous aurons une autre rencontre thématique sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Justice. Sidiki Kouyaté, le porte-parole du mouvement Yerewolo, a été condamné ce jeudi à 2 ans de prison ferme par le tribunal du pôle national de lutte contre la cybercriminalité. Interpellé et placé sous mandat de dépôt depuis le 11 septembre 2023, il lui est reproché d'avoir tenu des propos visant à troubler l'ordre public. Et c'est l'heure de notre chronique sport avec Mohamed Kenouvi qui vient de me rejoindre. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Maritou. Bienvenue. Merci. On commence par la Ligue 1 Orange cap sur la 9e journée. Oui, 5 affiches sont au programme demain samedi. Afrique Football Elite reçoit le promu ATS de Koro sur le terrain de l'ASB, tandis que du côté du terrain du stade malien, l'AS Korofina sera aux prises avec l'autre promu, l'US Bougouba. L'AS Black Star a rendez-vous de son côté avec les 11 créateurs de Nyarela sur le terrain du Djoliba AC. Du côté du terrain de l'AS Real, le COB affronte le stade malien de Bamako et l'AS Bakaridjan reçoit Binga FC au stade Amari Daou de Ségou. Dimanche, l'US Bougouni reçoit l'AS Police sur le terrain de l'ASB. L'USFAS défie l'USC Kita sur le terrain du stade malien. Et à suivre pour clore cette 9e journée, le choc entre l'AS Real de Bamako et le Djoliba AC du côté du stade du 26 mars. Au classement provisoire avant cette 9e journée, l'AS Real de Bamako est toujours leader avec 18 points. L'AS Korofina grimpe à la 2e place avec désormais 16 points après avoir récupéré des points suite à des réserves portées. Et le Djoliba AC est 3e avec 15 points et un match en moins. En bas de tableau dans la zone de relégation, l'AS Police est 13e avec 7 points, l'USFAS 14e avec 6 points, l'USC Kita 15e avec 4 points et un match en moins. Et l'AS Black Star est lanterne rouge avec 3 petits points. Direction la Turquie, le président d'Ankara Gucu suspendu à vie. Oui, le dirigeant turc a asséné un coup de poing au visage de Halil Umut Meler, l'arbitre de la rencontre opposant son club à Rizespor lundi dernier en Super League. Malgré sa démission dans la foulée, Farouk Kocha a été logiquement suspendu à vie hier jeudi de toutes les activités liées au football par le conseil de discipline de la Fédération turque de football. Dans le même temps, le club d'Ankara Gucu va disputer ses 5 prochains matchs à domicile à huis clos et va devoir régler une amende d'environ 60 000 €. Pour rappel, à la suite de cette affaire, le championnat turc avait été suspendu, mais la reprise a été décidée pour le 19 décembre prochain. NBA, Draymond Green également suspendu jusqu'à nouvel ordre. Oui, l'ailier fort des Golden State Warriors, Draymond Green, a été suspendu jusqu'à nouvel ordre par la NBA mercredi après avoir frappé mardi soir le pivot de Phoenix, Yusuf Nurkic. Cette décision prend en compte l'historique des actes antisportifs de Green, a indiqué le communiqué de la NBA. Le quadruple champion NBA avec les Warriors a en effet multiplié les mauvais gestes au cours de sa carrière et avait été déjà suspendu 5 matchs pour avoir étranglé le Français Rudy Gobert à la mi-novembre dernier. Ce n'est pas tout, le double champion olympique avec la Team USA avait déjà été suspendu lors des derniers playoffs pour avoir marché sur un adversaire. Il a également frappé un coéquipier à l'entraînement l'année dernière et a été privé de plusieurs matchs lors des finales 2016 pour un mauvais geste sur LeBron James. Et enfin, Enoch Mouloubran, élu cycliste africain de l'année. Le jeune érythréen Enoch Mouloubran de l'équipe italienne Green Project Brigiani a été désigné cycliste africain de l'année ce vendredi
par un jury de spécialistes. Le coureur de 24 ans devance son compatriote Binaim Girmay, lauréat des 3 éditions précédentes et détenteur du record de trophées, tandis que le Marocain Ashraf Ed Dogmi a fini 3e. Suite à son sacre, l'Érythréen a déclaré dans un communiqué, je cite, « Je suis vraiment heureux de remporter ce trophée. J'ai beaucoup rêvé d'être le meilleur coureur africain. J'ai été dans le top 5 pendant 3 ans et je l'ai finalement obtenu. » Fin de citation. Pour rappel, le trophée du meilleur coureur africain mis sur pied par les organisateurs de la Tropicale Anissa Bongo récompense chaque année depuis 2012 le coureur africain le plus performant, mais aussi celui qui a le plus fait rayonner l'image du cyclisme africain durant la saison écoulée. Merci beaucoup, Mohamed Kinouvi. Je vous en prie, on se dit à vendredi prochain. Inch'Allah. Point final, la suite 19:45. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous. Bonsoir.